Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre opinion sur Diama TV. Nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Amadou Seck. Il est formateur, il est entrepreneur. Il a un parcours atypique et audacieux. Cela se concrétise évidemment par la vente des sachets de plastique, des œufs et des CD. Et par la suite, il a été employé dans le multiservice à l'université de Cheikh Anta Diop. C'est ainsi qu'il a réussi à mettre sur pied une entreprise dénommée La Vision d'Afrique. C'est une entreprise évidemment individuelle. Et par la suite, il a réussi à mettre sur pied une autre entreprise dénommée Senmarché.com. Évidemment, c'est une entreprise de e-commerce. Il a à son actif plusieurs ouvrages. Il a édité un ouvrage intitulé La Vision d'Afrique, le fer de lance pour réussir en Afrique. Il a aussi, dans la même foulée, édité un autre ouvrage intitulé Les clés de réussite en entrepreneuriat et le parcours d'un entrepreneur autodidacte. Il devient millionnaire à l'âge de 30 ans. Donc, on va poser la question à ce grand monsieur et va donner son secret, sa stratégie qui lui a permis de réussir à Dakar dans un environnement auquel il était totalement étranger, malgré son niveau d'études, malgré son niveau d'instruction. Bonsoir, monsieur Seck. Bonsoir, monsieur Cissé. Merci d'être venu sur le plateau de Diama TV. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation et c'est saluer tous les internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde et toute l'équipe de Diama TV. Très bien. Alors, je le disais tout de suite, vous avez un parcours exceptionnel et très audacieux. Vous avez réussi à fouler le pied à Dakar, en provenance de Casamance. Vous avez décidé, tout seul, de vous lancer dans un entrepreneuriat à minima, notamment la vente des sachets en plastique, des CD, des œufs. Comment vous avez vécu ce moment, cet épisode important? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, merci. Donc voilà, c'est comme chaque homme ou chaque entrepreneur, il a son propre parcours, sa voie. Donc je viens du Kaolack, c'est pas loin de Casamance quand même, mais du Kaolack. Alors je suis arrivé à Dakar en 2006 pour rejoindre ma mère. Parce que moi, très petit, mes parents sont divorcés. Malheureusement, c'était un moment vraiment très difficile qui a fait que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Parce que quand mes parents sont divorcés, ils m'ont envoyé chez ma grand-mère, dans une village très reculée de Dakar. Ma grand-mère, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas m'envoyer à l'école, mais parce que dans ce village, il n'y avait pas d'école. Ce qui était à notre disposition, c'est Dara coranique. Elle m'a envoyé cette grande dame. Lorsque j'ai une fille, je lui ai donné son nom parce qu'elle a tout fait pour moi. Elle m'a envoyé dans une Dara coranique pendant une dizaine d'années. Et ensuite, tu commences à devenir grand. Donc, la sens de responsabilité. Alors, il faut que tu quittes ce village pour aller dans un environnement où tu pourras tracer ta propre voie. Les deux choses, les deux voies qui étaient à ma disposition, c'était d'aller en Gambie, là où se trouvait mon père, ou d'aller à Dakar, là où se trouve ma mère. Et comme Dakar était plus proche, j'ai opté avec l'aide de ma mère, qui elle aussi, elle voulait que je vienne, je pars à Dakar. Je suis arrivé à Dakar en 2006. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai jamais allé à l'école, donc il n'y a pas grande option. La seule chose qui reste à faire, c'est de se battre. Et surtout quand je suis arrivé, j'ai trouvé cette dame dans une situation que je suis obligé de venir en aide. Donc c'était l'une des sources de votre motivation. Exactement. Je viens à Dakar pour ma mère m'aide, mais quand je suis arrivé, je vois qu'elle a besoin d'aide. Elle est dans une petite pièce. Cette pièce est plus grande, avec à l'époque ma soeur Rama. Moi et mon frère Ibrahima veulent rejoindre la dame dans cette chambre qu'on dort à Cité Fadia. Donc il faut que coûte, vaille que vaille, qu'on change la situation. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas.
Et la seule chose que ma mère savait, c'est qu'il y a des jeunes qui viennent du même village que moi, qui vendaient des sachets plastiques au marché. Gueule tapée de Casbes pour ceux qui connaissent le Sénégal. Mais en ce moment, vite, ma mère n'avait pas les moyens pour me donner 6 000 pour que j'allais acheter les sachets qui peuvent me permettre de commencer le business. Ma mère vendait des fruits dans une carrefour à Dakar qui s'appelle Casbes. À chaque fois, elle vend de 18h à 22h, 23h. Quand elle rentre à la maison, ce qui reste comme fruits, elle va me le mettre dans un plateau pour que le matin, je fais le tour du quartier pour le vendre. Le temps qu'elle, elle repart pour acheter des nouveaux fruits pour le soir. Je fais ça pendant quelques mois. Et c'est avec cette petite revenu que j'ai eu les 6 000 francs partir pour mon premier propre business, qui est la vente des sachets plastiques. À l'époque, ce n'était pas interdit. Et par la suite, vous avez décidé de vous lancer dans la vente des œufs. Oui, parce que comme la vente des sachets plastiques, c'était de 6h du matin à 14h. Et à 14h, le reste de la journée, je ne fais rien. Et je veux maximiser mon temps. Et j'ai décidé de vendre des œufs l'après-midi. Là où la dame vendait ses fruits, je vends à côté d'elle mes œufs. Unité 75, j'achète à l'époque le plateau à 2225, si je ne me trompe pas, 2250. Si je le vends, c'est 750 sur le plateau. Je réussis à vendre 2, ça me fait 1500. Ça, c'est mon deuxième business. Je fais ça, ça commence à marcher. Je voulais aller plus loin. C'est une détermination, peut-être maximiser le gain. Maximiser le gain. J'ai cherché et j'ai découvert que le CD piratage, à l'époque, pour préciser, marchait. Et je me suis aventuré dans ce business. Je commençais à vendre des sachets. Première fois que je descends dans une journée et je gagne 3 000 ou 5 000, c'était beaucoup pour moi. Et je fais ce business jusqu'à penser que j'ai trouvé ma voie. Un jour, comme ça, je me suis fait arrêter dans mon quartier par la police, plus précisément avec l'équipe de BSDA, parce qu'à l'époque, c'était très interdit. Et je fais 2 jours au niveau du commissariat central et je sors. Il faut que je fasse quelque chose encore. Et là, justement, là, je vous pose la question. Oui, on a écouté, celles et ceux qui nous regardent en ce moment, ils ont écouté brièvement vos parcours, que je trouve exceptionnels et très courageux. Alors, durant ce moment-là, quels sont les obstacles auxquels vous êtes heurtés? Les difficultés auxquelles vous avez rencontrées durant ce parcours en entrepreneuriat à minima? Donc sur la première partie, au début de mon arrivée à Dakar, ce que je pouvais considérer comme obstacle, c'est que je viens de dire. Un jeune qui vient d'une village très reculée de Dakar, tu as fait une dizaine d'années, tu n'as jamais vu tenue, ni policier. Votre mise en garde, vous étiez placé en garde à vue. Oui, est-ce que c'était pas en quelque sorte un obstacle? Oui, c'est un grand obstacle parce que je me rappelle très bien de ce jour-là comme si c'était aujourd'hui, l'après-midi où je voyais ma mère derrière les grilles, les larmes aux yeux. Je ne pouvais jamais oublier ces moments-là. Et je me suis fait une promesse que le reste. Et vous avez ressenti la même émotion? Oui, parce que je me suis dit que la promesse que je me suis faite ce jour-là, je me suis dit que le reste de ma vie, je ne dois plus faire pleurer ma mère gratuitement comme ça. Et je le vois derrière les grilles et je l'entendais dire le vizir ou le gardien, je veux la voir. Et on l'a dit que nous, on est juste des gardiens. Peut-être demain, vous revenez, vous allez trouver ici le chef. Et là, c'était des moments que je ne pouvais jamais oublier. Je l'ai dit un peu dans mon livre. Et à chaque fois que je pense à ça, je me suis dit que chacun a passé des moments inoubliables. Et c'est justement le moment, et un autre moment qui vous a particulièrement marqué. C'est lorsque vous avez pris l'initiative d'investir 3 millions et vous avez confié la gestion de l'entreprise sur laquelle vous avez investi cet argent et malheureusement, votre ami l'a mal géré. Oui, ça même, déjà, j'avais déjà parti jusqu'à vendre des journaux parce que je vendais des journaux jusqu'à rejoindre l'université Cheikh Anta Diop. J'ai créé mon entreprise en 2016. Je me suis battu entre 2016 et je dis tous les jeunes, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Je me suis battu, j'ai travaillé pour une dame pendant 3 à 4 ans. Lorsque j'ai lancé mon entreprise 2016-2017, j'ai réussi à épargner 3 millions. C'était comme 3 milliards pour moi. C'est la première fois, je ne sais même pas quel miracle parce que c'était avec l'aide de Dieu. Mais comme je voulais vraiment plus, je me suis dit que je vais l'investir. Ouais. Et je l'investis dans une multiservice comme ce que je gère. Je l'ai confié à un ami, mais malheureusement,
on a tout perdu. Et le pire même, on a perdu plus que ces 3 millions parce que les 3 premiers mois ou 4 premiers mois, là où je travaillais, j'épargnais plus. Je prends cet argent pour payer le magasin en disant que peut-être c'est le début, je vais l'accompagner. Mais malheureusement, j'ai tout perdu. C'était un moment vraiment difficile, mais ça m'a appris beaucoup de choses, à savoir comment investir prochaine fois quand tu as 3 millions. Et malgré ce moment difficile, vous avez quand même, je ne sais pas par quelle astuce, par quelle stratégie, vous avez quand même réussi à surmonter ce moment-là. C'est la raison pour laquelle vous avez réussi à mettre sur pied, vous l'avez dit tout de suite là, cette entreprise dénommée La Vision d'Afrique et par la suite aussi le e-commerce cenemarché.com. Exactement, parce qu'après avoir perdu ça, je me suis dit que maintenant, je commence à me former. C'est en ce moment-là que je commence à aller me former dans les conférences, dans les séminaires. Et l'une des premières conférences que j'ai participé, le conférencier a dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Il m'a regardé droit des yeux, il me dit, avant de vous lancer sur quelque chose, peu importe la chose, il faut avoir minimum la main dans la pâte. Okay. Il faut avoir la main dans la pâte. C'est-à-dire que tu ne dois pas te lancer sur quelque chose que tu ne maîtrises pas ou sur quelque chose que tu ne pourras pas contrôler ou gérer. Donc, en ce moment-là, je suis rentré, je me suis dit que si je vais me lancer sur quelque chose d'autre maintenant, il faut que ce soit quelque chose que je connais ou que je peux maîtriser. Et en ce moment-là, j'ai commencé à comprendre un peu l'Internet. Voilà, je commence à comprendre l'utilité, l'importance de se lancer sur Internet. Et je continue à travailler. Lorsque j'ai gagné encore un peu de sous, je ne pouvais pas le garder à la banque. Moi, j'ai toujours compris que l'argent doit circuler, l'argent doit être investi. Et j'ai décidé d'aller me lancer avec un nouveau projet, cenemarché.com. L'avantage ou la motivation de cenemarché.com, une grande partie de ce business-là, je pouvais le contrôler avec uniquement mon ordinateur. Ah, très bien. Donc, il faut avoir de la compétence, il faut avoir la maîtrise de quelque chose. C'est ce qui va vous permettre, évidemment, de vous en sortir. Alors, au-delà de votre parcours audacieux, exceptionnel, vous avez fait un constat, parfois même des constats amers, qui concernent la jeunesse africaine. Pas que des Sénégalais, des Ivoiriens, des Guinéens, mais la jeunesse africaine en général. Souvent, malgré les formations qu'ils suivent, les formations professionnelles, ou bien les formations universitaires à l'université Cheikh Anta Diop et tant d'autres, ils se heurtent à quelque chose qui les empêche de réussir. Vous avez même appelé ça des causes naturelles, ou bien des échecs, non pas des obstacles, mais des échecs importants. D'abord, le premier élément, c'est le sentiment d'infériorité. Comment expliquez-vous cela? Vous savez, ce que j'ai fait pour démarrer mon business, il y a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, si vous le disiez de le faire, ils n'ont pas prêt à le faire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce sentiment d'infériorité quand on le fait. Les gens, ils sont complexes. Et avec le temps, je commence à eu la chance ou l'occasion de voyager. Les gens ne voient que des produits finis. Ouais. Ils voient que les résultats, mais on ne voit pas le parcours. Ouais. Et pour arriver à un certain niveau, la première chose qu'il faut que l'Afrique, d'une manière générale, doit faire, c'est de se décomplexer vis-à-vis de l'autrui. Tu ne dois pas avoir un sentiment de supériorité envers toi, mais je ne vais pas aussi me rabaisser d'avoir un sentiment d'infériorité envers ce qui est comme ce soit. S'identifier à sa propre culture, sa propre tradition. Exactement. Oui. Et de savoir ses limites et de ne pas avoir honte. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui te disent qu'on est au chômage. Ces personnes-là, c'est des personnes qu'on a proposé plusieurs fois des jobs, mais la seule chose qui leur empêche de le faire, c'est parce qu'ils sont complexes. Je vous donne juste 2 exemples. Oui. La première, c'est ma sœur de famille. Oui. Elle a fait toutes ses études, elle a fini ses études, elle travaille dans une banque. On lui paye 125 000 par mois dans une banque en tant que caissière. Période Covid-19, malheureusement, elle fait partie des gens qu'on a dit « restez chez vous ». 3 mois plus tard, il n'y a plus de salaire, elle ne fait rien. Elle commence à déposer des CV par-ci, par-là. J'ai un cousin qui vend des poissons fumés dans une grande marché à Dakar. Les poissons fumés, lui, il part au niveau de Djaoubé, au niveau de Casamance. Ouais. Il amène les poissons fumés et il vend. Ça marche très bien.
Il est arrivé à un moment donné, il a quelqu'un qui l'aide, mais il voulait aussi une autre personne qui va l'aider. Cet cousin a proposé notre sœur de venir travailler avec lui. Il est parti jusqu'à lui proposer un salaire de 300 000. Imaginez un salaire de 300 000. Tu travailles à la banque, tu acceptes un salaire de 125 000. Ton cousin t'a proposé un travail avec un salaire de 300 000. Elle fait un temps de problème en disant pourquoi cette personne ose lui proposer un travail de vendre des poissons de fumée. Mais mon cher, tu veux quoi? Tu veux travailler pour gagner de l'argent? Ou tu veux être dans un endroit où tu penses que tu es dans une catégorie sociale? Dans un confort. Même ça, c'est pas un confort. On te paye 100 000 et on te propose 300 000. Le cousin lui dit, excusez-moi. Il repart dans le village d'où je viens. On amène quelqu'un, au moins qui a fait un peu d'études, parce qu'avec l'évolution, les gens commencent à apprendre et tout, qui est en train d'aider cette cousin. Jusqu'à aujourd'hui, cette sœur-là, si elle a besoin d'argent, elle part envers ces personnes pour emprunter de l'argent. Donc, ce qui l'a empêché de travailler et de devenir une personne extraordinaire, ce n'est que le complexe. Ouais. Elle a complexe d'être dans un marché en train de vendre des poissons fumés. Les gens qu'elle connaisse ou ses collègues viennent là-bas, on dit que mais toi tu deviens vendeur de poissons fumés. Mais vendeur de poissons fumés qui gagne 300 000 est mieux qu'un caissier de banque qui gagne 100 000. Ouais. Et deuxième exemple, c'était en Côte d'Ivoire. J'ai parti là-bas pour donner des formations sur le trading de la crypto. Ouais. Il y a deux groupes. Et l'un, c'est une équipe ou bien des jeunes Afrique francophone, des Ivoiriens, des Burkinabés. Il y a un autre groupe, ce sont des jeunes plus ou moins blingues, anglo-saxons. Quand je commençais à faire des cours avec ces deux groupes, le groupe de francophones, dans leur tête, ils sont inférieurs que les anglophones. Ils me disent toujours sec, il faut passer plus de temps avec nous parce qu'eux, ils sont intelligents, ils maîtrisent déjà la chose. À ma grande surprise, quand j'ai commencé à coacher ces deux groupes, je me rends compte que le groupe francophone était 10 fois ou 20 fois plus avancé sur le sujet que le groupe anglophone. Mais dans leur tête, comme eux, ils parlent « How are you fine ?» ils pensent qu'ils sont plus intelligents. Donc, dans leur tête, la complexité d'infériorité, c'est pourquoi même dans nos pays, tu vois quelqu'un qui vient, qui te dit « Ah, very good, it's good ». Uniquement ces deux phrases, tu le mets, tu penses qu'il est supérieur à toi parce qu'il parle anglais. Les langues, ce n'est que des outils de communication. Que ce soit l'arabe, le chinois, le mandarin, le djoula, peu importe la langue que tu utilises, si tu arrives à communiquer avec les autres, c'est uniquement le but. Ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence et les compétences. Et ça, c'était mon sorte de complexe infériorité vis-à-vis des gens, sur le travail, sur tous les domaines, qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à travailler, n'arrivent pas à se développer à cause de cette complexe. Moi, je l'appelle même complexe. Ils sont un peu complexes. Il faut décomplexer maintenant ces jeunes-là pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout ce que tu peux faire pour réussir, tu dois le faire. Mbaye EMZ, le patron de EMZ Automobile aujourd'hui, il fait partie des milliardaires de ce pays. Il a commencé en tant que laveur de voitures. Si tu prends Mbaye Serigne Mboup, l'un des milliardaires de ce pays, il est sorti dans les daras coraniques, il a commencé comme ça. Si tu prends le Carrefour Automobile, il a commencé en tant que laveur de voitures. Donc toutes les personnes qui n'ont pas complexé vis-à-vis des gens, vis-à-vis de eux-mêmes, parce que souvent tu peux même être complexé vis-à-vis de vous-même. Et en ce moment-là, tu te bloques. Et Dieu ne pas mettre des barrières à personne. Là où tu es limité, c'est toi-même avec ton esprit, tu as mis des barrières et tu t'es limité à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis dans les causes de l'échec de la jeunesse africaine, il y en a une dizaine. Mais première, c'est cette partie que j'ai constatée. Et les anglophones, c'est ça leur avantage. Ils s'en foutent de... Tu pars à Dubaï, moi j'arrive à Dubaï. Je me sens à l'aise actuellement. Je pense que je suis bon en anglais. Parce qu'ils s'en foutent de ta manière de parler. Le plus important, ils understand ce que tu dis. Tu parles le ou là, tu parles... Dis ce que tu as envie de dire. On te comprend. Eux-mêmes, ils te disent non, problème. C'est toi-même, en tant que francophone, tu viens à Dubaï ou dans les pays anglophones. Tu expliques, tu te justifies toi-même. Parce que dans ta tête, on t'a mis ça. Tu dis que you understand, I don't speak English very well, but you understand, no problem, my friend. I understand, it's very good, no problem. Le plus important, ils comprennent. Et là, ils avancent. Nous, on est dans les détails. Et si tu n'es pas dans les détails, tu n'es pas complexé. C'est pourquoi je l'ai beaucoup développé dans cette partie de mon livre.
le complexe des jeunes, ça peut empêcher beaucoup de personnes. Et dans la foulée, il y a un élément très important qui constitue aussi un échec très sérieux pour la jeunesse aujourd'hui pour réussir. C'est qu'on voit que le système éducatif est inadapté aux besoins du marché de l'emploi. Exactement, ça aussi, parce que tout ce que j'ai écrit, parce que quand tu prends ta responsabilité à écrire, tu parles avec le monde entier. Ouais. Tu ne peux plus te permettre d'écrire n'importe quoi. Je fais le constat. Ces 2 dernières années, j'ai eu la chance de visiter plus de 22 pays. 22 pays. Donc quand je vois notre système éducatif, la manière dont on continue à fonctionner, c'est pertinemment, il fait partie des causes de chômage des jeunes, qu'on peut appeler échec. Parce que si les gens ne travaillent pas, c'est un échec. Ils vont entrer sur des choses que tu peux appeler tout ce que vous voulez. Alors, le système, moi je dis souvent, il y a 2 problèmes avec le système éducatif. Ouais. 2. Premier problème, ça ne veut pas dire que l'information qu'on donne n'est pas bon. Parce que souvent, comme moi je suis bien placé de dire ce que je veux dans le système, parce que je ne suis pas passé par le système, je dis que l'information qu'on prend à l'école, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Mais si je te demande, qu'est-ce qui fait la valeur de l'or? Ce n'est pas l'or en tant que tel, c'est la rareté de l'or qui fait la valeur de l'or. Premier blocage du système, c'est que l'information qu'il donne n'est plus rare et accessible à tous. Tout ce qui est accessible à tous perd de la valeur. Si vous êtes dans le marché boursier, vous allez mieux le comprendre parce que quand quelque chose est disponible, accessible à tous, ça perd de la valeur. Et si l'information maintenant est accessible à tous, ça perd sa valeur. Donc on doit donner des informations qui n'est pas encore accessibles. On apprend les gens tout ce qui est exploitation du pétrole, du gaz, du uranium, parle d'informatique sérieux, parle de beaucoup de choses, mais on est dans tout ce qui est accessible à tous. On te parle de guerre mondiale. Mais Google est là, même les enfants de 2 ans peuvent le savoir. Donc ça n'a plus de valeur. Venir nous dire que oui, la guerre mondiale c'était 14-18, on s'en fout. Tout le monde le sait, même les enfants de 5 ans. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne information, mais c'est l'information qui n'a pas de valeur. Wally Seck a santé avec telle personne n'a pas de valeur. Parce que tout le monde le sait. Mais pourquoi tu me racontes ça? Je l'ai entendu comme toi. Oui. Donc ça c'est premier. Deuxième chose maintenant, je dis, moi j'aime bien le dire, je l'ai écrit, on doit considérer nos universités comme des usines de production d'un produit. L'usine qui produit, le produit c'est l'étudiant en tant que tel qu'on doit produire. Et si on produit, c'est pour le consommer. Mais tu produis des produits... On ne consomme pas. Parce que le consommateur n'a plus besoin de ce produit. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de chômage, les gens ne travaillent pas. C'est faux. Les gens ont besoin de ressources humaines. Les gens ont besoin des travailleurs. Moi, aujourd'hui, j'ai mis dans mon statut, je cherche tel ou tel profil. Il y a énormément de personnes qui cherchent ces genres de profil. Mais par contre, tu sors à l'université avec master en anglais. Mon frère, on n'a pas besoin de toi dans une entreprise. Tu sors à l'université avec master en philosophie. Tu fais quoi dans mon entreprise avec philosophie? À part empêcher les gens de travailler, tu parles toute la journée. Et dans une entreprise, ce n'est pas pour te parler. C'est pour travailler, pour faire des choses concrètes. Donc si tu sors à l'université avec master, avec des choses qu'on n'a pas besoin tu sors aujourd'hui même la médecine, qui est beaucoup plus sérieux et sensible. Mais si tu sors à fac médecine aujourd'hui, tu n'as pas maîtrisé tout ce qui est informatique, tu n'as pas maîtrisé les robotisations, l'intelligence artificielle, il te manque beaucoup de choses. Tu ne peux pas le savoir parce que tu es au Sénégal, pars à Dubaï, tu ne travailles pas. Pars aux États-Unis, tu ne travailles pas. Parce que tout se fait avec informatique. Aujourd'hui, toi qui maîtrises l'informatique aux profondeurs, pas informatique comme on le dit, comme on l'entend, tu maîtrises l'informatique, les outils de robotisation, l'intelligence artificielle, tu n'as pas fait médecine. Aux États-Unis, tu es plus qualifié à travailler dans un centre de santé que quelqu'un qui a fait médecine au Sénégal. Parce qu'avec l'évolution du monde, les gens doivent évoluer et notre système éducatif n'a jamais évolué. Donc c'est l'une des freins. Partout, on parle aujourd'hui d'enseignement adaptatif, d'enseignement complémentarité, mais ici, on parle toujours d'enseignement technique ou professionnel et ça ne nous amène nulle part. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais on doit faire beaucoup de modifications et d'améliorations pour qu'on puisse continuer à avancer. Alors, pour terminer ça, il y a un élément, ça touche, c'est un facteur de la société qui bloque notre état d'esprit, qui bloque notre mental. Ça limite même notre croyance. C'est quand je parle de
quand je parle de nombre excessif de fêtes, vous voyez, on constate, vous l'avez dit, et aussi les politiques qui sont devenues une référence, et trop de laisser-aller, et aussi taux élevé de mendicité, et même excès fanatique. Comment expliquer cela? C'est quoi la stratégie pour sortir de cette mentalité-là, de cette croyance limitative, pour au moins avancer comme les autres pays, comme la Chine, les États-Unis, etc. Quand vous avez parlé de la Chine, je vais vous donner un exemple. Le président a dit, tout ce qui est bouddhisme, musulman, chrétien, vous tous allez quelque part, vous mettez vos affaires et vous le faites là-bas. Un individu ne peut pas vivre sans la spiritualité. Mais la manière dont les Africains surtout pratiquent la religion n'est pas de la religion. C'est du fanatisme, c'est de trop de laisser aller et c'est de la manipulation. Nous tous, on croit en quelque chose, on croit en Dieu. Mais il y a une manière de faire de la religion en Afrique, ce n'est pas de la religion. Ça bloque le mental, ça empêche les gens de travailler. C'est au Sénégal, en Afrique d'une manière générale, c'est des sujets sensibles. C'est pourquoi moi, je me considère depuis fort longtemps, je ne me considère plus comme un Sénégalais tout court, je me considère comme Africain. Dans mon livre, je prends l'exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina et tout, parce que je parle avec tout le monde. C'est pas par, je ne cherche pas à pointer du doigt sur une groupe ou etc. Mais la manière en Afrique que je vois les gens pratiquent la religion, moi, il y a certaines choses que je ne suis pas d'accord. Parce que la religion et la spiritualité existaient en Afrique ancienne avant même. Cheikh Anta Diop l'a bien développé. Et lorsque il a donné même le courant du drapeau de l'Afrique en rouge, noir, vert, tout ça, ils ont compris que la religion, Pythagore est venu en Afrique, à Égypte ancienne, et séjourné pendant 20 ans pour apprendre même la religion. Donc la religion existait. Donc si on nous amène une autre forme de religion, et si tu lis bien le théorème de Pythagore et Thalès, tout ce que Pythagore a dit, Thalès n'est pas démentir. Ça veut dire que comme il s'était deux et il n'a pas démentir, c'est la vérité. Et on a appris ici beaucoup de choses. Et donc, c'est plusieurs aspects. Les fêtes, quand tu viens sur les fêtes, mon cher ami, on ne peut pas être dans un pays qui est dans une phase de croissance ou de développement et tous les jours, c'est des fêtes. Au Sénégal, sur les 12 mois, tu pourras être d'accord avec moi qu'il y a plus de 12 fêtes reconnues. Je ne te dis pas les fériés. Plus de 12 fêtes reconnues qui prennent le pays en otage. C'est-à-dire que souvent, dire la vérité, tu ne dois pas attendre que les gens soient d'accord ou les gens ne soient pas d'accord. Que les gens soient contents ou les gens ne soient pas contents. Tu t'en fiches. L'essentiel que tu dis la vérité. Dans un pays qui veut se développer, sur 12 mois, tu as plus de 12 fêtes qui prennent en otage le pays. Je donne un exemple. Là, on est aujourd'hui, c'est le 20, si je ne me trompe pas, le 20 août 2024. Dans 3 jours, c'est le Magal de Touba. Je n'ai rien contre. Le pays sera en stop. Ouais. Rien ne marche. L'économie bloque. Les autres vont me dire que, mais ceci, cela. Il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez. Mais après Magal, c'est Gamou. Le pays est bloqué. Il y a un mois, c'était le... comment il s'appelle, Tamkharit. Il y a la Tabaski qui vient de passer, il y a la Korité qui vient de passer, il y a le Pentecôte qui vient de passer, il y a le Popongine qui va passer. Chaque mois une fête. Et un jeune conscient maintenant que je vais adresser, si tu veux réussir, si tu sais tous ces fêtes-là, je peux mettre ma main à couper, tu ne vas jamais réussir. Parce que la réussite, ce n'est pas du tâtonnement, ce n'est pas de l'amateurisme, ce n'est pas de bon vouloir. Prends ton micro. Vous sortez ici à Dakar. Vous rencontrez des jeunes. Tu ne vas jamais voir un jeune et vous le dites, est-ce que tu veux réussir? Il te dit non. Tout jeune que tu vas rencontrer, que ce soit femme ou homme, vous le dites, est-ce que vous voulez réussir? Il vous dirait bien sûr. Donc ils veulent. Ce n'est pas ça qui fait de réussir. La réussite maintenant, c'est une décision et un comportement. On te voit, les décisions que tu prends, votre comportement, on peut prédire votre avenir pour savoir si tu fais partie des personnes destinées à réussir ou pas. C'est bien développé dans le livre de T. Harv Eker, L'esprit millionnaire. Quand tu n'as pas cet esprit-là, tu ne peux pas passer tout ton temps. Un jeune au Sénégal, le marché salarial, le SMIC est 70 000. Mon cher ami, comment tu peux travailler 70 000, vous gagnez 70 000 par mois, avec toutes les dépenses, au bout de 3 mois, tu vas aller dans une fête. Chaque 2 mois, tu vas aller dans une fête. Et tu vas fêter toutes ces fêtes. Tu prends le transport, tu achètes des nouveaux vêtements, etc. pour aller.
tu ne vas jamais réussir. Si vous voulez entendre la vérité. Donc les fêtes sont trop. À Abidjan, chaque week-end, c'est des fériés. Moi, je le dis, j'organise une conférence. Tout le monde est là, plus de 500 personnes à Abidjan. Tous les samedis, vendredis, là. Tous les week-ends, les maquis sont pleins. La différence entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est ça. Sénégal, chaque mois, il y a une fête. Magal, Gamou, Korité, tous ces trucs-là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Mais sauf qu'au Côte d'Ivoire, tous les week-ends, les maquis sont pleins. Je dis, les jeunes, tu ne peux pas réussir avec ça. Tout ce que tu veux, c'est-à-dire que ce que tu gagnes pour construire votre empire, tu le bois en vin tous les vendredis. Ça ne va pas marcher. Ah oui. Et quand tu prends tous les pays en Afrique, 80% de ces pays, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est durant malheureusement ces moments de fête-là que les familles utilisent des dépenses excessives. Moi, je prends exemple de ma mère. Parce que quand je parle, souvent on dit que tu parles dans l'air. Moi, je prends exemple de ma propre mère, qui faisait des tontines des femmes, 1500 par jour, pour 12 mois. Pour une seule et unique raison, de fêter la Tabaski. Oui. Quelqu'un de conscient qui veut... Mais lui, elle ne veut pas réussir. Elle ne sait même pas c'est quoi réussir. Ce qu'elle voulait, c'est chaque Tabaski, elle a eu son mouton. Moi, je suis arrivé aujourd'hui en connaissant ce qu'on appelle l'éducation financière. Ça m'arrive qu'on coupe mon électricité. C'est une honte pour ma famille, pour eux. Pour eux, quand on te coupe l'électricité, c'est une honte. Le quartier a regardé, on t'a coupé, tu as une voiture. Mais comment l'argent fonctionne, ils ne connaissent pas. Ce qui leur manque, il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est la formation, c'est l'éducation qui manque à la jeunesse africaine. Et les fêtes, si les gens continuent à le suivre comme on le fait, et c'est le business des gens qui l'organisent. Je ne vais pas parler de personne, mais tous les fêtes est organisé dans l'unique but de ramasser de l'argent. Je commence de Rome jusqu'à la Mecque. Et développé par le disciple, je ne sais pas mes propres mots, mais le disciple de Cheikh Anta Diop, Fakoli Doumbia, l'expert et le philosophe malien, écrit plus de 13 livres. Dans l'un de ces livres, il explique d'où il vient, la fabrication, la création de mots, même religion, et de tout ce qu'on est en train de faire, et comment ils sont en train de créer ces arts de choses avec les Arabes, les Romains, les Juifs à l'époque, pour ramasser de l'argent. Il y a même un élément qui nous appauvrit, qui appauvrit au quotidien. Et chaque année, les Africains, au Sénégal par exemple, vous avez dit l'ONAS, ces entreprises, peut récolter annuellement 226 milliards. Donc ça, c'est un facteur qui appauvrit la jeunesse. Et même on voit nos papas, les vieux, qui participent à ce jeu de hasard. C'est pourquoi parce que j'ai constaté, il n'y a aucun pays dans ce planète qui est développé en se basant sur les jeux au hasard. Tous les pays développés interdisent, même les télévisions sérieuses, de montrer ces arts de choses. Quand vous partez aux États-Unis, en France, ce n'est pas les télévisions sérieuses. Est-ce que tu as une fois regardé sur France 24, on montre ces arts de choses? Mais il y a des télévisions que les gens ont accès, qui regardent, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas quelque chose sur quoi on doit compter pour réussir. Et selon Daniel Hardy, dans son livre L'effet cumulé, il dit, à chaque fois que tu vois dans un jeu hasard qu'on a donné 5 personnes ou 10 personnes la parole pour dire j'ai gagné. Écoutez bien, à chaque fois que tu vois à la télévision ou quelque part on a rassemblé 10 personnes pour qu'ils disent j'ai gagné. Si on pouvait rassembler toutes les personnes qui ont perdu pour dire uniquement j'ai perdu, il faut 9 ans. Ouais. Donc il n'y a personne qui a gagné, tout le monde a perdu. Dans les jeux au hasard, il n'y a pas de gain, tout le monde a perdu et le plus perdant, c'est le pays. Alors rapidement, on va terminer parce que là, le temps qui nous est imparti commence à s'écouler fortement. Vous êtes parvenu à devenir millionnaire à l'âge de 30 ans. Et à ce titre, quel secret, quelle subtilité vous pouvez donner à la jeunesse aujourd'hui qui vous regarde comme un modèle, comme une référence, pour qu'ils fassent comme vous ou bien plus que vous? Se former d'abord. Chercher la vraie connaissance. Quand je dis la connaissance, il y a plusieurs. Dans la Bible, on dit mon peuple pérille par manque de connaissance. Mon peuple pérille par manque de connaissance. Si je prends le Coran, le prophète Suleiman, pour les musulmans, Dieu lui avait demandé de choisir entre le pouvoir, la richesse et la sagesse. Il a choisi la connaissance. Et ensuite, il a eu
la richesse et le pouvoir. Ouais. La richesse, la connaissance, la vraie connaissance, nourrit la richesse et le pouvoir. Donc, ce que vous gagnez, quelqu'un qui me regarde, qui gagne 10 000 par jour, 50 000 par jour, 20 000 par jour ou 100 000 par jour, s'il n'est pas satisfait ou il n'est pas content, il ne doit pas être frustré contre personne, mais il doit être frustré contre de ce qu'il sait ou ce qu'il connaît. Ouais. Ce que tu gagnes correspond toujours avec ce que tu connais. Donc pour gagner plus, pour gagner des millions, toi tu dois augmenter votre niveau de connaissance pour qu'il soit, c'est-à-dire que tu dois devenir million toi pour gagner des millions. C'est pourquoi je dis toujours, remplissez la tête et tu laisses la tête remplir les poches. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante. Pour changer le monde. Alors, il y a un autre système financier qui permet aujourd'hui, là, un peu de mots, c'est le trading, la crypto-monnaie. Un peu de mots. Quelle est la stratégie pour persuader les jeunes à s'intéresser à ce système financier là, qui est différent du système classique que l'on connaît, la banque? C'est toujours la connaissance. Quelqu'un qui ne connaît pas, on est toujours en Afrique. Je disais tout à l'heure, notre système éducatif fait partie des problèmes, des freins du développement et de l'évolution de la jeunesse. Aujourd'hui, un jeune ne devait même pas être à ce niveau de poser des questions. C'est quoi? Parce que les écoles devaient former les gens. Au Rwanda, on forme les gens de CM2 sur la crypto-monnaie parce que le monde est dans ce niveau. Quand on parle de vraie économie, ce n'est pas ce qu'on connaît, ce n'est pas nos États. Donc le Sénégal, de ce point de vue, a un retard. Oui, quand vous dites dans les autres pays, par exemple, quand vous des anglo-saxons, voilà, ils sont depuis très en classe élémentaire, en CM2, on leur apprend la crypto-monnaie. Alors qu'ici, même les universitaires ne connaissent pas, même des économistes, de professeurs d'économie ne connaissent pas. C'est un retard, on l'accepte. C'est pourquoi j'ai dit, notre système éducatif fait partie des problèmes. Par contre, aujourd'hui, si on vous demande c'est quoi l'économie, il est basé sur les marchés financiers mondiaux. La bourse de Tokyo, de Londres et de New York. Et là, sur ces marchés-là, il y a plusieurs actifs, le matière première, le pétrole, le dollar, l'euro. C'est là-bas que tu vas le faire. Et dans ces marchés-là, il y a ce qu'on appelle les monnaies numériques parce que le monde est en train de tourner vers l'économie numérique. Aujourd'hui, là où je vous parle, Christine Lagarde, qui est la patronne de Banque centrale. Fonds monétaire international. Oui, actuellement, oui. C'est la présidente de Banque centrale européenne. Elle a quitté FMI. Oui. Elle pèse sur la balance dans l'économie mondiale. Elle dit, d'ici 2027, en Europe, on va commencer à utiliser ce qu'on appelle euro numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout dans le monde, utiliser du cash, c'est mal vu. Je pars à Dubaï, je fais 2 mois, je ne sors jamais du cash. Mais la Suède déjà a commencé. Nous, on est en retard. Donc maintenant, la crypto-monnaie, c'est dans ce sens maintenant qu'il s'est aligné, qui permet les gens d'acheter des actifs. La monnaie fiduciaire est quasiment rare. Même pas. C'est la monnaie numérique. Oui, c'est partout. Oui. À Dubaï, tu payes avec ta carte. Moi, je fais 1 mois, je ne sors pas du liquide. Donc, aujourd'hui, le monde entier est en train de tourner envers ça. On est au Sénégal, mais quoi qu'on puisse dire, vous connaissez Orange Money. On connaît maintenant Wave. Il connaît l'autre application. C'est comme ça qu'on va continuer pour changer. Et la crypto-monnaie, maintenant, s'aligne sur cette secteur d'activité. Sauf qu'il a plusieurs avantages. Je te donne juste 2 avantages de la crypto. Premier, c'est que ça te permet d'investir en même temps et d'épargner. Épargner et investir. Si vous déposez 100 000... Et avoir un contrôle important sur son compte. C'est à 100%. Tu as contrôle 100% de ton compte. Parce que c'était ça même le but, parce qu'on n'aura pas le temps d'entrer sur l'aspect technique pour expliquer. Mais aujourd'hui, si vous déposez 100 000, ce n'est pas pour faire la publicité, sous ton compte, mobile money. Demain ou après-demain, tu reviens, il y a toujours 100 000. Par contre, avec la crypto, si vous déposez 100 000 dans votre compte, demain, ça peut être 150 000, ça peut être 200 000, ça peut être même plus. Je donne juste un exemple terre à terre. En 2021, j'ai investi $1 200 qui est l'équivalent de 650 000, quelque chose comme ça, sur une crypto-monnaie qui s'appelle Solana. 7 mois plus tard, c'était février 2021, avant mois d'août, cette crypto a quitté $3 à $167. J'ai quitté de $1 200 à $48 000. C'est-à-dire qu'avec un investissement de 600 000, je me retrouve avec plus de 20 et quelques millions. Pour vous dire comment ça fonctionne, peut-être, voilà, j'ai développé beaucoup de concepts sur l'univers du trading de la crypto, mais c'est un secteur d'activité que je ne dirais pas les gens d'aller faire, mais d'aller vous renseigner. Sur France 24, sur Internet, sur Google, tape crypto.
Les plus grandes sociétés d'investissement au monde investissent aujourd'hui sur le Bitcoin. Tesla, BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Goldman Sachs, toutes ces grandes entreprises multinationales dans le domaine de l'économie mondiale investissent en masse sur la crypto-monnaie. Donc on n'est plus en 1960 pour attendre les gens faire avant de faire. Pourquoi nos parents étaient en retard par rapport à l'Occident? On peut leur pardonner ça pour une seule raison. Ils n'avaient pas accès à l'information à temps. S'il y avait quelque chose qui est en train de se faire aux États-Unis, nos parents, ils sont obligés d'attendre que l'information arrive ici pour qu'ils puissent voir comment le faire. Ouais. Nous, notre génération, nos enfants ne peuvent pas nous pardonner ça. Parce que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, à temps réel, on peut le savoir. Hier, j'ai regardé en temps réel l'actualité. Joe Biden a donné maintenant officiellement le relais à la dame là. Comment on appelle ça? Claire, la colistière. Oui, en tout cas, c'est vice-président. Oui. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en retard dans ce qui se passe. Donc, comme on n'est plus en retard, pourquoi, pour quelle raison on doit attendre que les autres fassent avant de faire? Alors d'habitude, je prends la responsabilité de fermer l'émission. Je vous laisse fermer cette émission. 2 ou 3 mots qui va résumer c'est quoi la stratégie pour être riche. Merci, c'est un grand plaisir. 2 mots, comme on l'a dit. Ayez le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. Si vous cumulez ces 2 courages dans votre parcours, rien au monde ne pourra jamais vous empêcher de réussir parce que l'échec, ce n'est que l'abandon. Si quelqu'un vous dit qu'il a échoué, dis-lui que pourquoi tu n'as pas continué. Parce que si Thomas Edison a réussi à fabriquer les lampes électriques, parce qu'il a compris qu'il pouvait faire 1000 fois, mais 1001e sera le bon. C'est pourquoi on a les lumières. Donc toi aussi, tu peux nous fabriquer des lumières à condition que tu as le courage de commencer aujourd'hui et le courage de ne jamais abandonner. Et c'est ça qui a permis à Liverpool de gagner Barcelone avec 3 buts d'avance et ils sont réussi à remonter. C'est parce qu'ils ont eu le courage de ne pas abandonner. On offre un peu de mots, s'il vous plaît. Donc, ñi nga xamanteni bëgg nañu réussir, la seule chose bu ngeen wara def moy am courage de commencer tay. Le meilleur moment pour faire li nga bëggona def passé na. Aujourd'hui, c'est votre dernière chance def ko tay. Et boo commencer lu mu metti amal courage baña abandonner. Ndax échec abandon kessé la. Tant que abandonné wo, mën nga réussir. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Allez, merci de nous avoir suivis. J'ai reçu M. Amol Seck. Allez, portez-vous bien. Au revoir.